Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, l'Extreme Gliss Festival, cette étape de la Coupe du Monde de windsurf qui débute à Crozon ce vendredi. Après le championnat du monde à la torche en 2014, les côtes finistériennes s'imposent une nouvelle fois comme le décor incontournable des grandes compétitions de glisse. Christophe Boutet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de cet événement et vous êtes venu avec Philippe Mesmer, un rider finistérien de Plouescat exactement. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Robbie Swift. Bonjour Robbie. Donc vous êtes anglais, vous êtes classé 8e sur le rang mondial de windsurf. Dans un instant, vous nous direz tous les trois pourquoi il ne faut surtout pas manquer cet événement. Et puis pour ceux qui ne sont pas trop branchés glisse, ne vous inquiétez pas, Gwen Fleur est là et elle nous donnera tous les bons plans culture pour cette fin de semaine. Il existe aussi de la surf musique. Hein, mais, oui, mais c'est pas ce dont vous parlez aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce dont on parle. Alors les vacances de la Toussaint approchent, il y aura une petite pause côté concert et spectacle, mais avant cela, il y a quelques beaux rendez-vous côté musique surtout. Enfin, tout à l'heure dans l'instant culture. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actu de ce mercredi 14 octobre. Et Frédéric Lorenzon, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, vous avez pris le train ? Oui, pas de planche à voile, du train express régional, très exactement, entre Morlaix et Roscoff, puisque la ligne est en sursis. Voilà. Bon, on regarde votre reportage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TER en destination de Roscoff. Ce train desservira les gares de Saint-Paul-de-Léon et Roscoff, son terminus. À bord du train 55-019, au départ de Morlaix, c'est parti pour une demi-heure de trajet vers Roscoff, à bord des habitués et des touristes. Pour nous, on trouve que c'est bien pratique parce qu'on a une correspondance en gare de Morlaix avec le TGV. Et on a choisi d'ailleurs Roscoff parce que c'était desservi par le train et on n'a pas d'attente de correspondance. On s'est renseigné avant pour savoir si c'était nécessaire, possible en tout cas de se balader à Roscoff sans voiture, si tout était faisable à pied. On nous a répondu oui. Donc du coup, on a pris l'option train pour pas avoir trop de route à faire. Après 28 minutes de trajet avec vue sur la baie de Roscoff, arrivé au terminus, un temps de trajet qui sera bientôt doublé à partir du mois de décembre, en cause le mauvais état de la voie, de quoi inquiéter les défenseurs de la ligne. Comment expliquer aux personnes que avec la LGV, elles vont gagner quelques minutes entre Rennes et Brest, et là, elles vont perdre 20 minutes avec la baisse de la vitesse à 40 km/h sur l'axe en ce moment de Morlaix-Saint-Paul-Roscoff. Autre argument, l'aspect touristique de Roscoff. Depuis 10 ans, l'association Affaires et Afflot propose un circuit touristique qui inclut le trajet en train entre Morlaix et Roscoff. Résultat, 8000 visiteurs chaque année. Évidemment, l'association Affaires et Afflot n'a plus de raison d'exister s'il n'y a pas le train, s'il n'y a pas le TER. Et c'est à nouveau une diminution de la fréquentation de Roscoff. C'est encore enlever un pan d'activité. La ligne Morlaix-Roscoff se meurt lentement, même si la région, autorité organisatrice des trains express régionaux, assure qu'elle n'oublie pas cet axe. Il faut se mobiliser pour que Roscoff, au même titre que les autres lignes, soit traité comme étant un sujet prioritaire pour la Bretagne, comme le sont toutes les lignes ferroviaires en Bretagne. En Bretagne, on ne ferme pas les lignes ferroviaires, on les réouvre. Même si la région s'engage à cofinancer une étude avec SNCF Réseau, il faudra des travaux importants, notamment sur le viaduc d'Ala-Pinzé. Ils pèseront lourdement sur l'avenir de cette voie inaugurée il y a 132 ans. Alors Frédéric, est-ce que la ligne Morlaix-Roscoff va disparaître ? Bon, si on continue dans cette voie, sans mauvais jeu de mots, c'est fort possible. Donc la région dit qu'elle maintiendra le train entre Morlaix et Roscoff, mais pour l'instant, aucun crédit n'est prévu au contrat de plan État-région. C'est le partenariat entre l'État et la région pour financer les grands travaux. Il court jusqu'en 2020, donc d'ici 2020, rien n'est prévu. Et puis, dans ce document que l'on a eu entre les mains il y a déjà quelques mois, il y a une carte du réseau en Bretagne. Et il n'y a pas du tout la liaison entre Roscoff et Morlaix. Elle a déjà été supprimée sur le papier. Combien ça coûte de rénover une voie ? C'est la grande inconnue. S'il faut rénover par exemple le viaduc au-dessus de la rivière Pinzé, l'addition peut très vite grimper et c'est ce qu'il semble être le cas. L'étude dont nous parlait le vice-président Gérard Lahellec doit permettre de faire l'état des lieux justement sur ces différentes infrastructures. À titre d'exemple, pour Quimper-Landerneau,
qui est inscrit donc au plan État-région. 83 km, le coût 70 millions d'euros. Alors justement, sur cet axe-là, Quimper-Landerneau, on en est où? Il est urgent d'attendre. Les crédits sont inscrits au budget, mais l'État n'a pas encore signé le chèque pour démarrer les travaux. Nous avions déjà fait un reportage en 2010. À l'époque, on nous annonçait des travaux pour 2012, pour une remise en service en 2013 d'une voie rénovée. Désormais, les travaux n'ont pas commencé. Au mieux, ce sera 2017 avec une fermeture totale d'1 an pour les travaux. Et en attendant, il faudra ralentir le train parce que la voie est en mauvais état. Donc 1h50 pour faire Brest-Quimper. Alors, est-ce que la ligne est menacée de fermeture tout simplement? C'est un peu l'avis de la présidente de l'association de défense de cette ligne, l'association TER 29, Véronique Museau. Elle se bat depuis 5 ans pour que cette ligne soit rénovée et elle est un peu désabusée. On l'écoute. Donc la rénovation est budgétée si on veut. Ceci dit, là l'état de la voie est tellement catastrophique puisque finalement elle vieillit, on la rénove toujours pas, que en effet je pense que déjà il y a une désaffection des usagers, des rares usagers qui la fréquentent régulièrement. Et puis ça sera peut-être un argument au final pour dire ça vaut pas le coup de la rénover. Alors Fred, quelles sont les solutions possibles pour la sauvegarde de ces voies secondaires? Il faut de la volonté politique, à l'heure du développement durable, des économies d'énergie. La région a la volonté mais ne peut pas supporter seule l'investissement dans les transports TER. Elle entend donc aussi un appui à l'échelon local comme les élus des communautés de communes. Nous avons d'ailleurs demandé à un élu de terrain très favorable au train s'il était suivi par ses collègues. C'est vrai que la région attend une mobilisation des élus et des élus communautaires. On ne sent pas encore cette dynamique due à la communauté de Landerneau-Daoulas sur ce développement du rail sur le pays d'Daoulas. Peut-être que ça viendra, il suffit d'être persuasif, mais disons qu'actuellement, on ne sent pas encore cette dynamique, c'est vrai. Mais alors, est-ce que le TER, c'est rentable? Non, c'est pas rentable. La vente des billets aux voyageurs ne rapporte que 1/3 de ce que ça coûte réellement. Donc en clair, le train, c'est subventionné à 60%. Et l'investissement de la région montre malgré tout que si on investit sur certaines lignes, la fréquentation est au rendez-vous. Chaque année, le nombre de voyageurs des TER en Bretagne progresse d'environ 5%. L'investissement tous les 5 ans, c'est 650 millions d'euros. Donc c'est des gros budgets. Et d'ici 2020, donc en Bretagne. Mais après des années de mauvais entretien des voies, il faut rattraper ce retard justement. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage. Alors après 3 ans de travaux, les nouvelles urgences ont ouvert ce mercredi matin à Brest. À la Cavale Blanche, on déménage les derniers cartons et les premiers patients prennent place. Objectif du nouveau bâtiment, permettre de diminuer le temps d'attente des patients et d'améliorer leurs conditions de prise en charge. Camille Pochet était sur place à l'ouverture. Le dernier patient quitte les anciennes urgences du centre hospitalier de la Cavale Blanche à Brest. Les infirmières l'installent dans une chambre toute neuve. Ce mercredi matin, c'est le branle-bas de combat. À 9 h, les nouvelles urgences ouvrent. La première patiente arrive. Elle inaugure l'un des nouveaux dispositifs mis en place, la consultation rapide, pour les patients dont les pathologies sont les plus légères. Objectif de ces nouvelles urgences, gagner du temps et humaniser la prise en charge des patients. On était dans des locaux qui étaient devenus franchement obsolètes, trop petits, sales, cachés dans le noir, dans les souterrains. Donc on avait besoin d'un bâtiment qui soit en fait beaucoup plus grand, plus spacieux, plus lumineux, pour pouvoir d'une part accueillir les gens dans des meilleures conditions et puis aussi pouvoir inventer des organisations qui soient plus performantes pour améliorer les temps de prise en charge des patients par exemple ou la qualité des soins, etc. Ce bâtiment a été conçu pour que on puisse être tous les personnels qui sont présents aux urgences ensemble tout le temps. Si on est pris en charge en 1 heure mais mal, ça ne changera rien. Donc il y a tout un côté qualitatif sur l'organisation des soins là qui a été fait aussi. Coût de l'opération 16,8 millions d'euros, dont 6 millions sont financés par l'Agence régionale de santé. En plus de salles plus accueillantes et plus fonctionnelles, des gestionnaires de lits vont faire leur apparition.
Leur mission sera de trouver des lits pour les patients des urgences, à savoir ce qui va nous permettre en tout cas de limiter le temps d'attente, on espère en tout cas, limiter le temps d'attente des patients qui doivent être hospitalisés et limiter leur temps d'attente sur le plateau des urgences. On sera plus, je dirais, sur le terrain à gérer d'autres missions que la recherche des lits. 41 000 patients passent chaque année par les urgences de l'hôpital de la Cavale-Blanche. Ils bénéficieront désormais des nouveaux locaux. Si vous avez entre 18 et 30 ans et rêvez d'une première expérience professionnelle à l'étranger, sachez que le volontariat européen vous permet de vivre cette aventure facilement. Et ça marche dans les deux sens, puisque le Finistère accueille aussi de jeunes étrangers volontaires, comme Maciek, il est arrivé de Pologne au début du mois de septembre. Rencontre. À 18 ans, Maciek a quitté sa Pologne natale pour venir travailler durant 10 mois à Brest. C'est le bureau d'information jeunesse qui l'accueille pour cette première expérience professionnelle dans le cadre d'un volontariat européen. Alors, je viens du nord-est de Pologne, exactement de cette partie ici. On dit que c'est une des plus belles régions dans le monde. Bien intégré dans l'équipe très féminine du BIGE, il sait déjà que cette expérience de volontaire lui sera bénéfique plus tard. Si maintenant je travaille avec le projet international, puis ça peut m'aider à avoir une formation professionnelle internationale dans les grandes compagnies, corporations. Il y avait un profil très intéressant. C'est vrai que cette année, on voulait un peu changer l'émission qui était proposée. Et Maciek est très porté sur tout ce qui est vidéo et sur le relationnel aussi. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de le choisir. Il nous a d'ailleurs envoyé un petit CV vidéo et c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact au sein de l'équipe. Ouais. J'aime faire plein de choses. Le travail n'est pas rémunéré ici, mais son voyage et ses frais du quotidien sont pris en charge. Pour l'heure, sa mission est de conseiller et d'accompagner les jeunes Brestois qui souhaitent partir eux aussi à l'étranger pour une durée allant de 2 à 12 mois. Vous voulez partir à l'étranger pour un stage, service volontaire ou le études? Oui, c'est très bien. Ce sont les journées internationales où tu peux venir. Merci. Merci. En 2015, le BIGE de Brest a aidé 14 Finistériens âgés de 18 à 30 ans à s'expatrier dans le cadre d'un volontariat européen. Voilà, et pour en savoir plus, sachez que les journées jeunes et internationales se déroulent au bureau d'information jeunesse de Brest. C'est jusqu'au 16 octobre. Et puis cette info insolite, comment la rue Maurice Presto est devenue la rue la plus célèbre de France. À Rennes, cette rue est en double sens interdit depuis cet été. L'initiative est loin de faire l'unanimité dans le quartier de Clenay, puisque les usagers ne savent pas par quel côté passer. La décision a en fait été prise par la municipalité, car certains habitants se plaignaient de la vitesse excessive des véhicules. Alors pour rentrer dans cette rue, les habitants contournent par le chemin des Ormes. Certains riverains l'ont ainsi renommé le labyrinthe diabolique. Il va y avoir du spectacle en presqu'île de Crozon dès vendredi. Les plus grands champions internationaux de windsurf vont s'affronter dans les vagues finistériennes. On en parle tout de suite avec nos invités. Christophe Boutet, vous êtes donc l'organisateur de l'Extreme Glisse Festival, l'une des étapes de la Coupe du Monde de planche à voile qui démarre vendredi en presqu'île de Crozon. Pendant une semaine, les stars du windsurf vont s'affronter, parmi elles le Finistérien Philippe Mesmer et l'Anglais Robbie Swift. Alors Christophe, pourquoi les plages de la presqu'île de Crozon, et j'ai envie de dire de la côte du Finistère en général, sont un endroit idéal pour organiser ce type de manifestation ? Alors pour organiser, c'est pas forcément le cas. Par contre, pour naviguer, c'est sûr qu'on a des spots, comme l'on dit, exceptionnels dans le Finistère. On a des spots exceptionnels, on a un public exceptionnel et on a un nombre de pratiquants aussi qui fait partie des plus nombreux au monde. Donc c'est vrai que le windsurf a quelque chose d'un peu spécial dans le Finistère. Et pourquoi aller à Crozon cette année et pas retourner à la Torche comme l'année dernière? Alors parce que d'une part, on ne peut pas entre guillemets, investir toujours les mêmes lieux, il faut donner de la variété, il faut aussi faire respirer évidemment les partenaires locaux, que ce soit les collectivités comme les acteurs privés locaux qui nous soutiennent. Et en même temps, maintenant qu'on a remis le pied après 20 ans de disette sur le windsurf international, puisque ça faisait 20 ans l'année dernière à la Torche qu'on n'avait pas eu d'épreuve internationale en Bretagne et en Finistère. On ne voulait pas lâcher. Et la collectivité, donc la commune de Crozon, a souhaité nous accueillir cette année et c'est avec grand plaisir qu'on organise chez eux.
Robbie Swift, vous avez déjà navigué sur ces plages-là du Finistère? Non, c'est la première fois. L'année dernière, c'était la première fois aussi à la Torche. Et c'était super, super. Ouais. Et là, vous vous entraînez peut-être les prochains jours, vous commencez un petit peu à prendre possession du décor? Je suis arrivé il y a 3 jours, on n'a pas eu du vent, mais on a surfé beaucoup, c'était super. On a surfé à La Palue là et on a vraiment aimé l'endroit. L'événement met donc en compétition des stars internationales comme vous, Robbie Swift, mais permet aussi d'agir comme tremplin pour des sportifs finistériens comme vous. Philippe, expliquez-nous un petit peu de quelle façon ça va se passer pour vous. Pour cela, c'est simple. On a la PWA World Tour et on a la loi Attitude qui bénéficie de wildcard pour justement les locaux. Donc c'est des invitations qu'on donne aux locaux pour venir en compétition. Voilà. Il y a beaucoup de demandes et du coup on est sélectionné sur dossier, par rapport au niveau, par rapport à l'image, etc. Pour vous, c'est une chance à saisir là d'aller s'affronter avec les grands noms? Ouais, c'est une belle chance même, une grosse opportunité. Petite pression quand même du coup Une petite pression, oui. C'est la première fois ou vous avez déjà eu l'occasion de participer à des étapes comme ça? Ouais, j'ai déjà eu l'occasion, mais j'avais pas assez d'expérience encore. Et au fil du temps, on arrive à progresser petit à petit. Voilà. Là, vous voulez faire du résultat. Ouais. Alors, la particularité de cette étape bretonne dans la Coupe du Monde Windsurf, ce sont les vagues, puisque c'est sur ces épreuves de vagues que s'affrontent les sportifs. Robbie, c'est une épreuve particulièrement technique et difficile, les vagues. Ouais, je pense que c'est l'épreuve que tout le monde pense que c'est comme la meilleure épreuve de windsurf. Alors c'est le plus compétitif, c'est ce que tout le monde veut faire. Moi, j'ai commencé avec le freestyle, j'ai fait le racing aussi un petit peu, mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est les vagues. Vous avez les sauts, vous avez les vagues pour surfer. Ça prend beaucoup des années pour avoir l'expérience, pour choisir la belle vague, d'apprendre toutes les manœuvres. Et entre les vagues hawaïennes de 6-7 mètres et les vagues bretonnes, aucun regret de... Vous préférez lesquelles? Non, ça change, c'est toujours différent. Les vagues sont toujours différentes et chaque jour, même si c'est petit, c'est toujours marrant. Et c'est ça que j'aime tellement de windsurf, que tu peux toujours avoir un jeu différent. Même si tu navigues le même spot tous les jours sont différents. Les vagues sont toujours différentes. Alors quand tu voyages, tu as la chance de voir les autres spots. Et c'est toujours marrant. Alors nous, on aime tous, on adore naviguer ici, on adore naviguer à Hawaï aussi, mais c'est différent, c'est marrant. En tous les cas, ça va donner du spectacle pour tous, parce que contrairement à la course au large, là, ce qui est pratique, c'est que les épreuves se déroulent juste devant les plages, donc le public peut tout de suite s'en prendre plein les yeux. D'ailleurs, comment ça se déroule une épreuve de vagues, Christophe? Les coureurs partent 2 par 2, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, c'est une forme de duel. On est sur un tableau un peu équivalent à un tableau de tennis, avec des éliminatoires. Donc on s'affronte en duel et on avance dans le tableau. On essaye de faire, on va dire, une meilleure performance que l'adversaire. Donc on est exactement sur la même période, sur les mêmes vagues. Donc on a les mêmes possibilités d'exploitation des vagues. Et on est jugé sur des sauts et des surfs. Et en fonction des conditions météo qu'on rencontre, on valorise soit un peu plus le surf, soit un peu plus les sauts. Et ça, c'est le chef juge qui décide de ça avant que la compétition commence. En parlant de conditions météo, Christophe, comment ça se passe s'il n'y a pas de vagues la semaine prochaine pour cette épreuve mondiale de vagues? Alors, si jamais les conditions étaient vraiment défavorables pour pouvoir courir la compétition officielle, donc il faut savoir que déjà on est sur une période d'1 semaine de compétition pour se donner la possibilité de choisir le meilleur moment pour faire la compétition. Donc on a besoin, dans l'absolu, d'une vraie journée de belles conditions, comme on a pu avoir l'année dernière à la Torche d'ailleurs. Et si les jours où il n'y a pas de compétition, en fait, il y a beaucoup d'animations qui sont organisées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau technique des compétiteurs pros permet de les amener à faire des figures incroyables, tractés par un jet ski ou tractés par un bateau, et vraiment au ras du public. Donc on a vu l'année dernière le public s'enflammer sur des figures de Robbie et d'autres riders, Campello, Antoine Martin, qui ont fait des sauts à 7-8 mètres de haut, juste tracté, quoi. Ouais. Alors ça permet aussi, Christophe, de promouvoir la planche à voile en local, ce type d'événement. D'ailleurs, comment se porte la discipline ici dans le Finistère? Eh ben, écoutez, au niveau national, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a un phénomène générationnel qui revient. Beaucoup de personnes qui avaient arrêté la pratique, donc il y avait énormément de monde à pratiquer dans les années 80-90. C'est des gens qui ont arrêté pour des raisons professionnelles, parce qu'ils ont eu des enfants, etc. Et aujourd'hui,
pour beaucoup, ils ont des enfants qui sont en âge de renaviguer. Et on voit toute une génération de minots de 12-13 ans qui revient à l'eau, et puis avec les parents et les papas derrière qui s'y remettent en même temps. Donc clairement, en Bretagne, on a un renouveau du windsurf. Et Philippe, vous avez l'impression, vous confirmez ce que dit Christophe? Je confirme. Pas naviguer. Non. Mais on a vu, par exemple, à la Torche l'année dernière, un engouement pour les jeunes. Il y avait tellement de personnes intriguées et fascinées par le spectacle qu'il y avait sur l'eau. Il y avait d'anciens champions qui étaient présents aussi. En Angleterre aussi, la jeune génération est toujours addicte. En Angleterre, c'est ce qu'on voit, tous les événements où on voit cette année plus que jamais, qu'on voit toujours, il y a les jeunes qui commencent à Maui en Angleterre, à Gran Canaria, à Tenerife. En Danemark aussi, c'était comme ça. Alors c'est joli de voir tout le monde qui reprend l'intérêt dans le windsurf, et c'est vraiment un sport spectaculaire. Moi, je l'ai fait toute ma vie. J'ai un petit-fils et je veux qu'il fasse. Alors on vous souhaite en tous les cas une belle semaine de compétition à tous les trois. S'il pleut, sachez, cher public, que vous pouvez suivre aussi la compétition depuis chez vous. Enfin, s'il pleut et que vous n'aimez pas la pluie. Sachez que toutes les épreuves seront également retransmises en direct sur le site www.pwaworldtour.com. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Et pour commencer, Gwen, rendez-vous avec une jolie voix féminine. Après son passage à Quimper il y a 10 jours, Yael Naïm est de retour en Finistère pour un concert ce jeudi 15 octobre à la Carène à Brest. La chanteuse franco-israélienne a conquis un large public, on s'en souvient, en 2007 avec son premier album et le titre New Soul. Pardon. Aujourd'hui, elle est sur la route avec les chansons de son nouveau CD, Older, une pépite de mélodie délicate teintée de pop soul, et l'alchimie fonctionne toujours. Et on écoute un petit extrait alors. Et direction Quimper maintenant, Gwen, pour les amoureux d'électropop. Alors le tout nouvel espace culturel Novomax, accolé au théâtre Max Jacob, accueille un joli plateau ce jeudi 15 octobre avec 3 artistes à l'affiche. La franco-américaine Maya Vidal dans un registre pop-song onirique, Songe et ses rêveries électroniques en solo. Et enfin le jeune groupe niçois Ifen Ifen, 2 gars, 2 filles, 22 ans de moyenne d'âge, qui font actuellement sensation avec leur tout premier album électropop baptisé Times. C'est actuel, c'est frais et c'est sympa. Voyons ce que ça donne. Et puis on note aussi, Gwen, une grande fiesta musicale pour un anniversaire, c'est du côté de Carré. Oui, Pauline, Coref fête ses 30 ans ce samedi 17 octobre à l'espace Glenmore à Carré. La brasserie bretonne a choisi de célébrer cet anniversaire comme il se doit, en grande pompe, avec une belle brochette de musiciens sur scène. Citons les déjantés Groove Boys, Samy et Fanch, ex-Matmata, qui reprennent ensemble des succès folk rock 70s, Falabella pour un set électro, le Bagat Carrez, bien sûr, local de l'État, et puis les frères Guichen, tout ça pour une belle brassée de musique et actuelle et traditionnelle. Voilà, et puis juste pour le plaisir, on va écouter un petit peu les frères Guichen.
Et au programme également, Gwen, une petite évasion Jazz World du côté de Tréguin. Avec le Michelangelo Quartet qui propose un spectacle musical baptisé Brasilafricacusic, j'ai réussi, où se rencontrent les rythmes brésiliens et les mélodies africaines au confluent en effet du jazz et de la world. C'est samedi 17 octobre au Steren à Tréguin. Et pour finir, un rendez-vous familial dimanche soir au manoir de Carnot, c'est à Mélac. Dimanche tout l'après-midi, même pour marquer le début des vacances. Le manoir propose une fête d'automne avec une multitude d'animations nature, notamment autour de la pomme et du cidre cette saison. Et au programme également des jeux, des ateliers, des dégustations et de la musique verte. C'est à partir de midi et c'est effectivement pour toute la famille. Très bien, merci Gwen, on va pas s'ennuyer. Et puis donc je rappelle que l'Extreme Gliss Festival, ça commence ce vendredi en presqu'île de Crozon, plus exactement selon les conditions, c'est plage de la Berre ou plage de Kerzigonou. Oui. C'est ça. Un village d'animation, des concerts aussi, Christophe. Oui, tout à fait. Village d'animation qui est posé sur la plage de Morgat, donc avec l'ensemble des restaurateurs, des bars à côté. Et on a des animations concerts tous les jours, avec des jeux pour les enfants sur la plage. Avec, donc tout le monde peut venir en famille et c'est jusqu'au 25 octobre. Jusqu'au 25, tout à fait. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.